Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Pole Position, l'émission des juristes innovants. Je suis Valère Sed et aujourd'hui j'ai le plaisir de recueillir Elisabeth Toul de RNI et Cassandre Tinebra de What About Legal Design qui vont vous parler de legal design et de langage clair. Voilà, je vais vous laisser commencer par vous présenter si vous voulez bien. Oui. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Alors, donc, je m'appelle Cassandre Tinebra, j'ai 24 ans, je suis juriste spécialisée en droit des affaires et en droit du numérique. J'ai commencé ma vie professionnelle chez Michelin, j'étais juriste spécialisée en contrat informatique dans l'équipe juridique en support des achats chez Michelin au niveau du groupe. À la suite de ça, j'ai travaillé chez Amourabi, qui est une agence de legal design qui est basée à Paris. Et ensuite, j'ai créé What About Legal Design, qui était d'abord un canal de communication, et ensuite, en fait, j'ai créé mon entreprise. Alors moi, je suis Elisabeth Toul, j'ai aussi 24 ans. Je suis avocate de formation, mais depuis l'an dernier, je suis freelance en legal design. J'ai fait mes études à Paris 2, Panthéon-Assas, en droit des affaires et management. Et ensuite, j'ai intégré l'ESD, l'école d'avocat, où j'ai obtenu le CAPA. Et ensuite, j'ai créé mon auto-entreprise RNI. Super, merci à toutes les deux. Alors, on va démarrer directement avec les définitions. Peut-être que vous pourriez vous donner toutes les deux votre définition à vous du legal design. Oui, pour moi, le legal design, c'est à la fois un état d'esprit et une méthodologie. C'est un état d'esprit dans le sens où ça va être une nouvelle façon d'appréhender et de pratiquer le droit. Ça va être se décentrer de la norme juridique et se recentrer sur l'humain avec une posture d'empathie, une posture d'écoute, savoir accepter le changement, l'erreur. Mais c'est aussi une méthodologie bien précise. C'est la méthode du design thinking qu'on va appliquer au domaine juridique. Le design thinking, c'est une méthode itérative d'innovation qui est centrée sur l'humain, qui se découpe en 5 étapes qu'on va voir après. Et ça sert vraiment à résoudre un besoin qui est rencontré par un utilisateur. Et en legal design, l'utilisateur, ça va être l'usager du droit, donc par exemple le client d'un avocat. Donc c'est vraiment une méthode de résolution des problèmes. C'est ça, en fait, on va s'éloigner de la conception, on va dire, plus traditionnelle du droit, qui en général est quand même destinée aux juristes et donc compris par les juristes. En fait, on va partir de 2 constats. Le langage juridique, comme on le connaît, il est compris par une minorité de la population, alors que le droit, on le retrouve partout. Et il y a cette particularité du droit qui nécessite en fait une rigueur particulière, une précision particulière. Donc, on va être à la croisée de une nécessité d'avoir un langage qui va être et une solution, des documents qui vont être compréhensibles par tous, mais une précision et une rigueur qu'on doit conserver. Donc, en fait, on va faire la balance entre ces 2 constats et on va notamment utiliser ce qu'on appelle le langage juridique clair, qui va conserver cette rigueur nécessaire au droit, mais qui va en fait être accessible et compréhensible à tous, et y compris aux non-juristes. D'accord, ok. Pour le coup, c'est très clair. Et est-ce que vous faites souvent face à des réticences? Est-ce que vous avez des idées reçues que vous rencontrez régulièrement sur le legal design? Totalement, beaucoup. Beaucoup. Et les points clés, et ensuite une espèce de précision au fur et à mesure en cascade en fait. Donc concrètement, on peut avoir un PDF interactif où on va pouvoir cliquer sur une première
des infographies juridiques. Exactement, c'est ça. Il y a une troisième idée reçue qui est que c'est pas fait pour les juristes parce que les juristes ils sont pas designers, et ça c'est souvent une objection des professionnels du droit qui se sentent pas légitimes et qui disent mais moi je sais pas, je suis pas créatif, je sais pas dessiner, j'ai pas fait des études de design, etc. Et en fait c'est parce qu'ils comprennent mal l'objet du legal design qui est de se mettre à la place du client pour identifier un besoin. Donc c'est quelque chose de, c'est pas une compétence purement graphique. En fait, c'est vraiment du fonctionnel. On va essayer d'identifier un besoin, résoudre un problème et communiquer l'information juridique de manière accessible. Et donc c'est pas du tout de l'art, c'est pas du tout de l'esthétique, et on n'est même pas obligé de passer par cet aspect esthétique. On peut restructurer l'information. Le legal design, mais c'est quelque chose qui va se faire progressivement. On va pas devenir legal designer en un coup de baguette magique du jour au lendemain. Donc on va l'intégrer progressivement à sa pratique. Et après, prendre le temps de faire ça, ça permet de gagner du temps par la suite, avec moins d'allers-retours inutiles entre le client et le professionnel du droit, et un gain de temps finalement. D'accord. Ça me fait penser aussi aux juristes avec les solutions d'automatisation. En général, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Ils n'ont pas le temps. C'est une fonction qui carbure déjà à 110%. Et donc, prendre le temps de reculer pour mieux sauter, c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est parfois même pas possible. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux dans cette voie? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, je vais faire du legal design de ma vie? Alors, en fait, moi, pendant mes études de droit, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans d'autres domaines et j'ai participé à un hackathon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un hackathon, en fait, vous avez souvent 48 heures pour travailler en équipe pluridisciplinaire sur un projet. Donc là, en l'occurrence, c'était la création d'une plateforme numérique pour la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine. Et j'ai découvert une nouvelle méthode, donc le design thinking que Elisa a évoqué tout à l'heure, qui consiste à créer une solution avec les utilisateurs, les futurs utilisateurs de celle-ci. Donc là, j'ai découvert vraiment une méthode extrêmement efficace. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas expert dans tous les domaines et on ne peut pas se prétendre connaître les besoins et les attentes des utilisateurs et de nos clients, parce que ça résulte d'une expertise, d'une expérience. Donc, pour moi, en fait, quand j'ai découvert cette méthode, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, c'est extrêmement pertinent. Et donc, j'ai continué là-dessus. Et en parallèle de mes études, du coup, j'ai fait une formation en management de l'innovation où j'ai pu continuer dans cette voie-là, découvrir aussi des méthodes de travail qu'on n'a pas forcément à la fac de droit, la créativité, le travail en équipe. Tout ça, malheureusement, je trouve, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément à la fac. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Donc là, je me retrouvais étudiante en droit, extrêmement contente d'étudier le droit des affaires, mais avec ces méthodologies que je ne retrouvais pas dans le droit. Donc là, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux continuer à travailler dans cette voie qui me plaît, mais en intégrant ces méthodes? Donc là, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il existait en fait déjà la combinaison du design thinking et du droit, et c'était legal design. Donc là, à partir de là, évidemment, j'ai choisi cette voie. Ça marche. Oui, moi j'ai découvert le legal design en 2020 parce que je faisais mon alternance de Master 2 au sein du groupe Renault. C'était le département Legal Operations de la direction juridique. Donc c'est là que j'ai découvert et que j'étais amenée à le pratiquer. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et ma N+1 me laissait pas mal de temps pour m'intéresser au sujet et vraiment m'imprégner de la méthode. Et par exemple, j'ai pu lire le livre de Margaret Hagan, Law by Design, participer à des webinaires, me renseigner sur les projets qui se faisaient, les agences qui étaient déjà existantes.
Et c'était vraiment quelque chose de nouveau et de stimulant et une sorte d'excitation qu'on n'a pas tous les jours pendant ces 5 ans d'études de droit. Et donc, j'ai commencé mon blog sur le legal design que je continue à alimenter tous les mois avec des articles sur le sujet. Ça marche. Et ensuite, pendant mon stage en tant qu'élève avocate chez Fidal, j'ai vu qu'il y avait un réel intérêt sur le sujet. Les avocats étaient assez curieux, mais ils ne savaient pas trop comment procéder. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu business pour les professionnels du droit, en plus, bien sûr, de l'enjeu de l'accès au droit pour tous. Et ça m'a confortée dans mon projet entrepreneurial. Et dès que j'ai obtenu le CAPA, je me suis lancée là-dedans. Super. Très bien, merci à toutes les deux. Et du coup, concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble un contrat en legal design? Quand on utilise la méthode du design thinking pour refondre un contrat, ça va donner un contrat qui est totalement adapté à l'utilisateur. Et donc, il va vraiment comprendre à quoi il s'engage, il va comprendre la teneur du contrat, l'enjeu, il va maîtriser parfaitement quels sont ses droits, quelles sont ses obligations. Et ça va être un contrat dans lequel il va être facile de naviguer pour l'utilisateur parce que l'information, elle va être structurée de façon logique pour lui. Et donc, d'un premier coup d'œil, il va comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est secondaire, les points d'attention, etc. Les risques. Oui, exactement. Et au niveau du style de rédaction, évidemment, on va avoir du langage clair, donc pas de jargon juridique qui soit incompréhensible, des phrases courtes, des clauses courtes, quelque chose qui soit engageant visuellement. L'inverse de ce qu'on nous a appris à la fac. Exactement, l'inverse de l'idée reçue du contrat. D'accord. Par exemple, au début, on peut indiquer le temps de lecture parce que ça va permettre d'augmenter l'engagement du lecteur, donner énormément d'exemples concrets. On peut aussi structurer sous forme de FAQ, sous forme de questions-réponses pour que ce soit plus dynamique et que le lecteur comprenne plus facilement l'information. Et enfin, on peut utiliser parfois des infographies, par exemple, pour expliquer une clause qui est trop complexe, mais pas forcément. Il n'y a pas forcément de visuel. Donc, il n'y a pas vraiment de contrat type, mais dans tous les cas, ça va être un contrat qui est adapté à son utilisateur. Ouais. Et si on prend la question d'un point de vue projet, on va d'abord travailler sur la restructuration du document. En fait, on s'aperçoit que souvent dans les contrats, on va faire parfois des copier-coller d'autres documents ou même parfois de la loi elle-même qu'on va au fur et à mesure ajouter, ce qui fait qu'on va se retrouver déjà avec un document qui va être assez inaccessible et avec des répétitions entre les différentes clauses. Donc, on va faire un gros travail de restructuration, également de langage, donc avec le langage juridique clair dont on a parlé. Souvent, en fait, on va réécrire vraiment chaque phrase du contrat. Et en fait, ensuite, on va garder en tête le parcours client. Donc, c'est-à-dire quand le client va lire ce contrat, de quelles informations il a besoin en premier, à quel niveau de détail, quel est son degré de connaissance du droit. Et on va construire notre document en fonction du parcours client qu'on a analysé au préalable. Et ensuite, une fois qu'on a donc restructuré notre document, on va arriver à la partie design graphique. Donc là, c'est vrai que dans l'idéal, et c'est la plupart du temps le cas, on va travailler en collaboration avec des designers pour s'imprégner de la charte graphique de notre client et d'avoir un document qui soit accessible et attrayant. Okay. Très clair. Et au-delà de ces contrats accessibles et attrayants, quels sont les avantages à utiliser le legal design quand on est juriste ou avocat et comment est-ce que cette façon de travailler, de penser, de présenter les choses va permettre d'augmenter la satisfaction client et donc pour les cabinets d'avocats la rétention des clients? Comment est-ce que ça contribue à cet objectif? Pour moi, l'avantage principal du legal design, ça va être d'améliorer l'expérience du droit, que les usagers du droit soient satisfaits de leur expérience, comme tous les clients dans tous les domaines. Et par exemple, en direction juridique, ça va permettre d'autonomiser les opérationnels sur les sujets juridiques, qui puissent gagner du temps et augmenter leur satisfaction. Par exemple, si on utilise la méthode du legal design pour concevoir un chatbot ou une foire aux questions, ça va permettre aux clients internes d'aller chercher la réponse à leurs questions juridiques en toute autonomie. Et ils vont pas perdre de temps à se dire mais à quel juriste est-ce que je dois m'adresser, comment est-ce que je formule la question par écrit, et ensuite attendre que
que le juriste réponde, ils vont pouvoir accéder en permanence à l'information, même le soir ou le week-end ou si le juriste est en congé. Donc, il va y avoir un gain de temps et une meilleure satisfaction. Et c'est aussi gagnant pour le juriste parce qu'il va être moins dérangé avec toujours les mêmes questions un petit peu répétitives. Ouais. Il va se dégager du temps pour se concentrer sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Et de façon générale, ça va améliorer la relation entre le juriste et l'opérationnel parce que l'opérationnel va vraiment comprendre l'information qui lui est donnée. Donc, ça va l'inciter à mieux consulter la direction juridique et à plus la consulter, par exemple en amont des projets. Et donc, on va avoir une direction juridique qui devient en quelque sorte business partner. Mais c'est également le cas pour les cabinets d'avocats. Il y a énormément d'avantages. Par exemple, ça va permettre de nouer un lien de confiance entre l'avocat et le client ou le prospect. Par exemple, si on a un devis en mode legal design, le prospect va véritablement comprendre où va aller son argent, qu'est-ce que va faire l'avocat concrètement. Et donc, ça va l'inciter à signer le devis. Et ensuite, une fois qu'on est au stade du livrable, par exemple une consultation, le client, dès la première lecture, il va assimiler la solution et comprendre ce que l'avocat veut lui dire. Donc forcément, il va être satisfait et fidélisé. Et il y aura aussi un gain de temps parce qu'il y aura moins d'aller-retour entre l'avocat et le client. Le client qui appelle l'avocat en disant « telle partie de la consultation, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?» Et donc, ça permet pour l'avocat de se différencier de ses confrères. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel. Et aussi d'attirer des talents, par exemple des jeunes collaborateurs qui sortent d'écoles d'avocats et qui préfèrent être dans un cabinet innovant qu'un cabinet qui est assez réfractaire à ces méthodes d'innovation. Et puis, pour le professionnel du droit aussi, à titre personnel, ça va lui permettre de sortir de sa zone de confort, de sa routine. Il va s'ouvrir à de nouvelles façons de travailler, découvrir le design thinking, le langage clair. Donc, c'est hyper enrichissant pour lui. Donc, ça va donner quelque chose, en fait, de gagnant-gagnant parce qu'il y aura un document rigoureux et pertinent et exhaustif, mais à la fois qui soit compréhensible et qui soit accessible pour le non-juriste. Ok. Tu veux ajouter quelque chose, Cassandre ? Oui, en fait, on remarque que inévitablement, on se dirige vers quelque chose de plus accessible pour les non-juristes, parce qu'on remarque de plus en plus dans la réglementation elle-même des obligations de transparence. Si on prend le RGPD, par exemple, on est sur une obligation de transparence, donc ça passe aussi par le legal design et par cet effort de s'adapter à la personne à qui on s'adresse. Donc pour ça, on voit une évolution et certaines entreprises s'adressent aux agences de legal design aussi parce qu'il y a cette évolution dans la réglementation. Et Elisa, tu parlais de la satisfaction surtout des clients internes, mais on peut aussi appliquer le legal design pour les clients externes. Soyons pragmatiques, si on prend les conditions générales de vente, personne ne les lit. Personne ne les lit. Et parfois, il arrive qu'on doit trouver une information. Si je prends par exemple un e-commerce qui vend des vêtements, le client peut se retrouver à devoir chercher dans les conditions générales de vente les conditions de retour. Et à prestation égale, à pull égal, si je dois faire un retour et que je passe 20 minutes à chercher les informations, ou si au contraire tout est limpide, tout est clair et c'est fait en 2 minutes, forcément, dans 3 mois, quand je vais racheter mon pull, je vais choisir le deuxième vendeur de e-commerce. Donc, en fait, logiquement, la stratégie de l'entreprise, elle peut aussi passer par le juridique. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. D'ailleurs, le juriste aujourd'hui, il a une injonction, si vous voulez, à être créateur de valeur au sein de l'entreprise. Et donc, comment est-ce qu'en utilisant le legal design, il va créer de la valeur ? Est-ce qu'il peut, je pense notamment à vous l'avez dit, la compréhension des contrats par les opérationnels, ça va simplifier la partie interne de relecture, de validation. Ça peut aussi, du coup, accélérer les négociations. Si tout le monde comprend mieux le contrat et de quoi on parle, c'est plus fluide, c'est ça ? Exactement. Pendant une négociation, alors c'est vrai que quand deux juristes sont en négociation, c'est pas un problème en fait. Ils se comprennent et là, il n'est pas forcément nécessaire de faire tout ce travail de ceci dit, c'est tout cet effort, mais
C'est vrai que c'est toujours agréable de se comprendre. Chacun en plus a ses domaines spécifiques, donc évidemment c'est forcément plus agréable. Et on sait tous en tant que juriste que si pendant une négociation on passe 10 minutes à négocier une clause, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un enjeu business derrière, c'est parce qu'on veut faciliter la relation contractuelle par la suite. Il y a énormément d'explications possibles. Donc si après le contrat n'est pas compris par les opérationnels, n'est pas lu, c'est-à-dire qu'on a passé tout ce temps pour rien, et c'est juste dommage en fait. Absolument. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu business. Le legal design, ça va participer au bon fonctionnement du business parce qu'en fait, c'est totalement intrinsèque à la méthode du design thinking. Parce qu'au début, on va rechercher qui est le client et quel est son besoin. Et par exemple, en entreprise, quand l'opérationnel vient consulter la direction juridique, l'enjeu derrière, il est business. Donc, ça va donner une direction juridique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est business partner et qui va vraiment être un allié stratégique et pas au contraire un frein ou un empêcheur de business. Et comme vous le disiez pour la négociation des clauses, elle va être plus facile parce que si on a des clauses qui sont compréhensibles et claires, on va négocier plus rapidement. Donc ça va permettre de réduire les coûts et ça va aussi permettre d'avoir une plus grande confiance et une meilleure relation entre l'entreprise et son partenaire parce qu'on va avoir des bases de la relation qui sont claires et qui sont transparentes. Et même après avoir négocié le contrat, les opérationnels, ils vont rester autonomes sur le contrat parce qu'ils vont continuer à le comprendre, même plusieurs mois après la obligations, etc. Exactement. Et même s'il y a du turnover et qu'il y a un nouveau juriste, un nouvel opérationnel qui arrive, il va continuer à comprendre le contrat et donc il y a un vrai enjeu d'efficacité et de business derrière. Ok, super, très clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de faire du legal design sans être de formation juriste? Alors, j'imagine que non, enfin, ça me paraît un peu compliqué, mais je peux me tromper et peut-être que vous avez des exemples de personnes qui ne sont pas juristes et qui font du legal design, ou alors peut-être des duos, des équipes où il y a un designer et un juriste, ou un chef de projet et un juriste. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, un designer tout seul, il va pas pouvoir dire je fais du legal design. Parce qu'il y a la partie juridique qui est absolument fondamentale. Il faut appréhender le droit avant de pouvoir le simplifier et l'expliquer. Ouais, il faut vraiment conserver la rigueur juridique et la portée du droit. Donc après, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire, donc avec des juristes, des UX UI designers, des designers graphistes, plein de domaines. Mais il faut absolument un juriste. Après, c'est vrai qu'il y a des duos. Par exemple, il y a l'avocate Stéphanie Marais-Batardière qui travaille souvent avec une designer qui s'appelle Sabine Bertrand. Il y a aussi Sophie Lapissardi qui a fondé avec un designer qui s'appelle Fabrice Moléon. Ils ont fondé LexClair. Mais ensuite, c'est vrai qu'en général, dans toutes les agences de legal design, il y a des designers dans les équipes. Mais c'est vrai qu'un designer qui dit tout seul « je fais du legal design », ça me laisse un petit peu sceptique. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu plusieurs retours négatifs de personnes qui avaient fait appel à des agences de communication ou de marketing sur du contenu juridique et qui, du coup, ont perdu en précision. Et après, il y a un risque de contentieux derrière. Donc, c'est vrai que c'est plutôt à éviter. Et du coup, alors, c'est très bien. Quels sont les points d'attention, du coup, à garder en tête lorsqu'on pratique le legal design? Est-ce que vous avez des conseils pour mener un projet legal design de A à Z? Oui, alors quand on s'intéresse au legal design, donc on va s'intéresser au design thinking, qui est la méthode vraiment inhérente au legal design. Et normalement, vous devriez voir à l'écran les différentes étapes de cette méthode. Donc si on prend la première étape, par exemple, on a donc l'empathie. C'est là où on va faire tout ce travail qui est nécessaire et primordial de compréhension des besoins et des attentes de l'utilisateur. Donc là, on peut utiliser différentes méthodes. C'est vraiment assez large. On peut faire, par exemple, ce qu'on appelle les entretiens utilisateurs qui vont durer... alors, en général, on recommande 45 minutes d'entretien avec un utilisateur potentiel de la solution qu'on est en train de créer. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que, parce que donc, j'ai pas précisé, mais un seul entretien ne suffit pas. Souvent, on va avoir environ 5 entretiens avec des profils différents.
Et ça va nous permettre de réaliser que les utilisateurs de la solution vont avoir différentes attentes, différents niveaux de compréhension du droit. Si je prends par exemple un projet que j'ai mené, un projet RSE, je me suis aperçue pendant les entretiens utilisateurs que certaines personnes avaient besoin d'avoir en quelques minutes un espèce de score RSE sur l'entreprise de façon très rapide. Et il y avait des personnes qui voulaient challenger cette note RSE qui était attribuée à l'entreprise, voir des exemples, arriver à un niveau de détail quand même assez poussé. Tout ça, c'est des choses que je ne savais pas au préalable. Et c'est vraiment en discutant avec les utilisateurs que j'ai pu avoir les différents axes en fait de la solution. Ensuite, on a la deuxième étape qui est donc la définition de la problématique, du périmètre. Donc là, c'est encore une fois important parce que on va prendre en compte cette étape d'empathie qu'on a déjà eue pour avoir une idée vraiment plus précise de ce qu'on souhaite apporter aux utilisateurs. Encore une fois, si je prends un exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec une équipe sur les formulaires de consentement qui sont disponibles dans les hôpitaux et qui sont signés par des personnes parfois malvoyantes. Et donc là, on est face à un contenu qui est absolument pas adapté à l'utilisateur. Donc, on est en train de retravailler et de voir ce qu'on peut faire ensemble pour rendre ce document accessible aux personnes malvoyantes. Et là, dans la première étape d'empathie, on a découvert que le fait d'avoir une voix digitale qui lit le document, c'est pas forcément adapté en fait. D'accord. Et donc, au niveau de la définition du périmètre, on va se diriger vers d'autres solutions. Donc voilà pour la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, on a l'idéation, où là, on va générer un maximum d'idées. Donc là, faut pas se limiter. Elisa vous en parlera. Et ensuite, donc après l'idéation, on a le prototype. Là, en fait, l'objectif principal, c'est de vérifier qu'on va dans la bonne direction. On rencontre plusieurs équipes juridiques qui ont investi beaucoup de temps et d'argent dans la rédaction d'un document juridique, de formation, etc., mais qui n'est pas adapté et qui n'a pas été vérifié au préalable auprès des personnes auxquelles cette formation, ce document s'adresse. Donc, on est face à un gaspillage de temps, en fait, et d'argent. Donc, c'est ce qu'on veut éviter en faisant un prototype et en le faisant tester. Donc, c'est la dernière étape aux utilisateurs. Et ensuite, on peut rebasculer. Il y a plusieurs itérations possibles. On peut rebasculer sur le prototype jusqu'à avoir une solution qui soit pertinente à la fin. Ok, très clair. Et du coup, Elisa, il me semble que tu avais des conseils pratiques pour nos téléspectatrices et spectateurs. Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Et si vous voulez, du coup, concrètement, l'idée, c'est comment est-ce que je fais pour comprendre les véritables besoins de mes clients? Oui. Le vrai fond du problème chez eux. Déjà, avant de commencer, je dirais qu'il faut absolument impliquer le client et l'équipe avec laquelle on travaille en expliquant qu'on va travailler en mode legal design, en expliquant ce que c'est que le design thinking avec vraiment les bénéfices pour ne pas être le seul convaincu et ne pas se retrouver seul et incompris. Ensuite, pendant la première étape, donc c'est l'étape de l'empathie, c'est bien de vouloir adopter une posture empathique et de se mettre à la place du client, mais savoir toujours conserver une distance affective. Ça, je pense que c'est évident. Et surtout, prendre le temps à cette première étape qui est absolument essentielle. Donc, comme le disait Cassandre, mener des entretiens utilisateurs pour comprendre le client et comprendre son besoin. Parce que le client, il va rarement arriver en formulant son besoin tel quel. Il va falloir faire une recherche et aller le trouver. Et ça prend du temps. Et donc, il faut savoir l'accepter. Mais c'est du temps qui ne sera pas perdu par la suite parce qu'on va aller dans la bonne direction. Et ensuite, on formule la problématique. Donc, on peut utiliser la formulation « How might we ?» donc « Comment pourrions-nous ?» Ça va permettre d'avoir une question qui est assez large pour qu'il y ait un éventail de solutions possibles, mais à la fois assez précis parce qu'on identifie
une problématique avec une solution qui va être spécifique à cette problématique. Ensuite, on va passer à l'idéation, donc la génération d'idées pour répondre à la problématique qu'on vient de définir. Donc là, il faut absolument pas s'autocensurer et laisser fuser le plus grand nombre d'idées possible, même celles qui semblent un petit peu farfelues ou contre-productives ou quoi que ce soit. Et pour ça, quand on travaille à plusieurs, c'est bien de créer un climat de confiance pour que les personnes se sentent à l'aise les unes avec les autres et qu'elles ne s'autocensurent pas. Et ensuite, on va passer au prototype et au test. C'est-à-dire que le prototype, il faut le tester le plus tôt possible. Même quand il n'y a encore que des grandes lignes ou que ça semble encore trop brouillon, il faut absolument aller se confronter à l'utilisateur pour avoir son feedback et considérer la critique comme quelque chose de très constructif. Ça semble assez contre-intuitif pour les juristes parce qu'on a l'habitude de délivrer à la fin au client quelque chose qui est parfait et on lui montre et c'est bon, c'est ça. Mais en legal design, on va pas produire quelque chose de parfait du premier coup. C'est-à-dire qu'on va construire quelque chose, on va le tester, le modifier et le retester. C'est vraiment une démarche qui est itérative. Et donc, dans tous les cas, il faut impliquer le client de A à Z. Pour moi, c'est ça un projet réussi, c'est le client qui est impliqué. Ok, super. Je crois qu'on a une question. Alors d'ailleurs, je comptais la mentionner à la fin de l'épisode, mais vous avez notre chère Léa qui est derrière à la caméra, qui va pouvoir nous lire la première question aujourd'hui. Donc la première question, elle vient de Chris, qui nous demande est-ce que le legal design comprend aussi l'aspect esthétique d'un document, comme la charte graphique, la gestion du style, et est-ce que ça a un impact concret sur le contrat Comme le disait Cassandre tout à l'heure, c'est vrai que ça arrive dans un second temps, la partie graphique, mais effectivement, on va prendre en compte la charte graphique du client et ça peut passer par du visuel, des infographies, parce qu'on cherche aussi un contrat qui est engageant visuellement. Donc, il peut y avoir un aspect visuel, effectivement. C'est ça, en fait, l'aspect visuel ne se suffit pas à lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Mais pour autant, c'est quelque chose qui a un réel impact. Parce qu'on est face à un métier qui parfois n'a pas forcément une bonne vision, hein, soyons honnêtes. Je connais peu de personnes qui sont vraiment ravies de rencontrer les juristes d'une entreprise. Et c'est dommage parce que, comme disait Elisa, on est business partner. Donc le fait d'avoir quelque chose d'attrayant, de faire l'effort d'avoir quelque chose d'attrayant, ça va forcément avoir un impact parce que en tant que client interne, on va forcément avoir envie de lire le document en fait, tout simplement. C'est le but premier en fait. Ouais. Super, merci beaucoup pour votre réponse. Et du coup, comment est-ce qu'on devient legal designer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des formations particulières? Est-ce qu'il faut une double formation juriste et designer UI, UX? Comment est-ce que ça se passe si demain, moi, je veux faire du legal design? Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de faire des études de droit et des études de design. Ce qu'il faut, quand on est juriste, c'est une solide formation de juriste et s'intéresser à la méthode du design thinking et comprendre les 5 étapes et intégrer ça. Mais ensuite, on peut commencer à le pratiquer à son échelle, l'intégrer progressivement à sa pratique. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais même, par exemple, pour écrire un simple mail, on se met dans l'état d'esprit du legal design, on se demande qui est le destinataire. Lui, il veut savoir exactement qu'est-ce qu'on lui veut, qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, structurer l'information de façon intuitive pour lui, faire des phrases courtes, écrire en langage clair, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin de faire des études de design pour devenir legal designer. C'est ça. Tu es d'accord avec ça? Oui, après, il faut garder en tête que on est vraiment loin de ce qu'on nous enseigne à la fac de droit, comme on l'a dit. Moi, personnellement, au cours de mes 5 années de droit, on m'a pas parlé une fois de legal design. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de prendre le temps de s'intéresser et de s'imprégner de la méthode. Et après, bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'être compétent dans tous les domaines du legal design, parce qu'en fait, le legal design, c'est plusieurs briques, en fait, avec plusieurs domaines différents. On travaille en équipe pluridisciplinaire avec des designers qui connaissent très bien leur métier. Donc, le but, c'est de pas être compétent partout, mais de connaître les bases, en fait, de tous ces domaines qui vont s'imbriquer pour pouvoir être en mesure d'échanger avec tous ces professionnels. Ok.
Après, il y a des formations spécifiques. Par exemple, il y a l'université de Montpellier qui propose un diplôme universitaire en legal design. Donc, ils apprennent à utiliser la méthode du design thinking et à l'appliquer au droit. Super. Ensuite, il y a un diplôme, c'est pas spécifique au legal design, mais c'est plus design thinking. Ça va être le Master Innovation by Design de l'ENSI. Et ensuite, il y a des formations vraiment spécifiques au legal design, mais qui sont données par des organismes privés. Par exemple, il y a beaucoup d'agences de legal design qui en font. Il y a Juridi, il y a Imagine Legal Design, Juste Cause. Il y a le cabinet d'avocats As Avocat. Et il y a SideQuest qui dispense une formation en legal design qui est animée par Romain Hasbrook. Et il y a aussi ma formation qui commence en fait par une partie théorique. Donc pour vraiment comprendre ce que recouvre le legal design, ses bénéfices, les 5 étapes de la méthode, etc. Et ensuite, on passe sur une partie pratique de 3h ou 3h30 où on va prendre un vrai exemple qui pourrait arriver à tous les professionnels du droit et on apprend à passer par les 5 étapes de la méthode. Et donc, ça va passer par faire passer des entretiens utilisateurs, des tests utilisateurs, comment élaborer une carte d'empathie, écrire en langage clair, faire des infographies, ce genre de choses. Ok, super. Il me semble qu'on avait une nouvelle question. Alors, Léa, vas-y. On a une question d'Alexandra sur LinkedIn qui nous demande est-ce que vous avez exploré d'autres champs du legal design que le legal design d'information, donc le design de produits, des services, des process, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas que le legal design visuel. Par exemple, il y a le legal design de service. Ça va être optimiser le parcours utilisateur, le parcours du client. Par exemple, le juriste qui vient voir l'opérationnel, qui vient voir la direction juridique, il faut qu'il ait un parcours satisfaisant de A à Z. Par exemple, Margaret Hagan, elle comparait le legal design de service à un bon film. C'est-à-dire qu'il faut attirer le téléspectateur et garder son attention de A à Z. Et puis il y a aussi le legal design organisationnel et le legal design pour la communication, donc pour qu'il y ait une meilleure entente, une meilleure compréhension entre les membres d'une même équipe ou d'une même structure. Donc ça peut passer par une réflexion sur affecter telle personne à tel dossier, améliorer, fluidifier la communication de l'information entre tel et tel département, par exemple. Ok, super. Et tu mentionnais d'ailleurs tout à l'heure Romain Hasbrook, qu'on aura a priori le plaisir d'accueillir dans un pôle position plus tard dans l'année sur justement la gestion de projets juridiques. Ouais. Voilà. Ok. Je crois qu'on avait une autre question qui s'enchaîne. Est-ce qu'il est nécessaire de recourir à un designer pour réaliser un projet de legal design ? Alors, dans l'idéal, c'est vrai que oui, il faut recourir à un designer avec des professionnels qui ont étudié l'expérience utilisateur. Après, il y a énormément de situations où le budget ne permet pas de recourir à un designer. Et donc là, c'est vrai que c'est dommage de se dire on ne fait rien. Malgré tout, on peut travailler sur le langage et on peut aussi Elisa parlait tout à l'heure de Canva, qui est un outil qui est quand même facile à prendre en main. Et qui a un plan gratuit. Oui, exactement. Et donc là, on peut prendre le temps de s'approprier l'outil et intégrer du visuel dans un document. Donc, je dirais que dans l'idéal, c'est vrai que c'est mieux de recourir à des professionnels, mais bien sûr, si le budget ne le permet pas, il y a des solutions. Ok. Et on enchaîne avec une nouvelle question. Peut-être plus une réflexion de Marie-Alice qui nous demande à quand le legal design dans la rédaction de conclusions et des décisions de justice ? Mais pour les conclusions, c'est déjà fait, entre guillemets. Il y a déjà des projets avec des conclusions qui sont restructurées sous format legal design. Donc, en fait, le legal design, on peut l'appliquer à tous les documents juridiques possibles, donc les consultations, les contrats, des CGV. Et c'est fait aussi pour des conclusions, effectivement. C'est ça. Après, c'est vrai que ça prend du temps. On est sur un domaine qui est quand même assez traditionnel avec beaucoup de codes. Et ça prend du temps. Et au niveau de la justice, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolutions à avoir, mais on se dirige quand même là-dessus. Ouais. Top.
Et je pense aussi d'ailleurs que certaines legal tech, type Doctrine ou Predictis, doivent, à mon avis, j'ai pas utilisé l'outil, mais doivent présenter des décisions de justice de façon claire et concise, et d'une certaine façon, ça correspond à du legal design. Très bien. Quelles sont les premières actions qu'un juriste pourrait mettre en place dans sa direction juridique, ou un avocat? Quels sont comme on dit, les low-hanging fruits, les premières choses qu'on pourrait faire facilement pour s'améliorer sur ce sujet? Alors tout à l'heure, on parlait de formation. C'est des formations qui sont très bien et qui peuvent être nécessaires. Néanmoins, parfois, j'ai des retours de clients qui me disent que voilà, ils ont commencé à s'intéresser à la méthode, ils sont convaincus, mais parfois, il arrive que la direction alors soit n'est pas convaincue, mais souvent c'est une histoire de budget. On n'a pas forcément de budget alloué pour une formation en legal design. Donc, il existe des formations qui sont gratuites et qui sont accessibles en ligne. Alors, pas en legal design, mais c'est pas forcément embêtant. Vous avez, par exemple, Open Classroom. Vous allez voir à l'écran, normalement, on va voir un lien dans le chat. C'est en fait tout un ensemble de formations qui sont dispensées par des professionnels, c'est des formations de qualité, mais qui sont accessibles gratuitement. Et vous pouvez, par exemple, vous former au design thinking. Ça peut être très utile. Et ensuite, si vous voulez vous placer en tant que chef de projet legal design, c'est bien, comme je disais, de maîtriser la base des différentes briques qu'on va impliquer dans un projet. Et on peut, par exemple, s'intéresser à la psychologie dans le design. C'est assez vaste et on peut retrouver tout ça sur le site de Open Classroom. Donc, je recommande. Okay. Et on a aussi la chaîne YouTube Design Gouv, qui comprend des formations enregistrées. En fait, on a des replays de formations qui sont à la base destinées plutôt dans le public, mais qui peuvent, avec des conseils qui peuvent être appliqués dans le privé également. Donc ça, encore une fois, je recommande, mais vraiment sur de la qualité. Et ensuite, si on s'éloigne un petit peu des formations, on peut retravailler. D'abord, le langage, pour moi, c'est vraiment primordial dans un projet en legal design pour que ça soit accessible. Donc là, on a différentes méthodes en fait qu'on peut appliquer. Donc typiquement, Elisa en parlait, réduire la taille des phrases, aérer le texte, ne pas avoir des gros pavés qu'on n'a pas envie de lire. Et on va faire tout ce travail de langage juridique clair. C'est pas évident au début, c'est vraiment une méthode à prendre en main. On a pour ça des lexiques de langage juridique clair, donc où on va avoir le mot, on va dire en jargon juridique, et son équivalent en langage accessible à tous, donc en langage clair. Donc c'est vraiment un réflexe à avoir grâce à tous ces outils qui sont à disposition. Et au fur et à mesure, ça s'inscrit dans du pratique quotidienne. D'accord. Et on avait, je crois, des exemples de... C'est ça. Je ne sais pas si tu les as déjà passés, Léa, ou est-ce qu'on arrive... on est sur la phase, du coup, des exemples de langage clair, enfin, comment est-ce qu'on peut simplifier une phrase en langage clair, et donc je ne sais pas si vous aviez en tête les différents exemples que vous vouliez présenter. Alors moi là je les ai pas en tête, mais vous pouvez observer à l'écran que donc on a un avant-après. On a voulu présenter ces exemples pour que vous voyez qu'on ne perd pas en précision. En fait, dans le avant et dans le après, le fond reste le même. C'est vraiment la forme qui change et qui devient beaucoup plus accessible. C'est des exemples qui sont issus du lexique que Léa vous a partagé en commentaire. Donc c'est un lexique qui comprend à la fois des conseils et des exemples. Donc ce qu'on vous partage à l'écran en font partie. C'est un lexique du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Actuellement, d'ailleurs, il me semble que c'est le ministère de la transformation et de la fonction publique
Bref, je pense que c'est vraiment important de voir concrètement ce que c'est, parce que c'est vrai qu'au début, on a du mal à visualiser. Ça passe par ces exemples pour moi, et c'est important. Oui, je pense qu'au-delà du langage juridique clair, il ne faut pas hésiter à même gribouiller un petit schéma à côté. Si on a une explication un petit peu compliquée ou une clause et que le client en face ne comprend pas, c'est tout simple, mais ça permet de débloquer une situation. D'ailleurs, je crois que ça t'est arrivé dans la vie quotidienne. C'est ça, en fait, j'étais à la banque, j'étais en train d'ouvrir un compte joint et en fait, la conseillère nous a expliqué toutes les différentes assurances qu'on pouvait prendre. En fait, c'est beaucoup d'informations à capter d'un coup et pour des juristes également. Et en fait, on peut vite ne plus savoir où donner de la tête. Et cette conseillère a un réflexe qui est super. Elle nous expliquait qu'elle le faisait très souvent. En fait, elle prend un papier, un crayon, elle fait un schéma avec les différentes assurances. Et tout de suite, c'est beaucoup plus limpide. Et là, pour le coup, on parlait de budget, etc. Mais un papier, un crayon, ça coûte rien. Et en plus, c'est rapide. Donc, il ne faut pas hésiter à tester. Et je pense qu'une fois qu'on a testé, on voit que ça marche, en fait. Ouais. Et puis surtout, pour moi, l'état d'esprit, c'est essentiel. Donc vraiment comprendre le client, se demander quel est son besoin. Est-ce que le problème qu'il rencontre, ça occupe une grande place dans sa vie, quel est l'investissement qu'il est prêt à mettre pour le résoudre. Et par exemple, si on est juriste d'entreprise, ne pas hésiter à échanger de façon un petit peu informelle avec les opérationnels, par exemple à la pause café, pour vraiment comprendre les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, les enjeux, les difficultés au quotidien. Et puis pourquoi pas l'observation, l'immersion, aller les observer travailler pour vraiment comprendre leur métier, pour mieux les aider avec le droit. Super. On avait une autre question. On a une question de Marc qui nous demande: est-ce que le legal design ne devrait-il pas s'inviter dans les facs de droit et plus précisément dans les cours de droit? Oui, pour moi c'est essentiel parce que ça rejoint d'ailleurs la future question qui était quel est pour vous l'avenir du legal design? Est-ce que vous envisagez de la création de postes dédiés, enfin, est-ce que vous imaginez la création de postes dédiés dans les directions juridiques? Est-ce que ça va se développer à la fac? Est-ce que vous voyez l'explosion, si je puis dire, d'agences spécialisées dans le legal design? Qu'est-ce que vous pensez du coup de tout ça? Pour la fac, il n'y a pas encore trop de cours dédiés, c'est plutôt des conférences avec des intervenants extérieurs qui s'organisent de plus en plus. Et pour moi, il faudrait vraiment faire évoluer la conscience des étudiants et de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils soient tout fiers à parler en jargon juridique et écrire des longues phrases, et déjà déconstruire un petit peu ces clichés-là et de leur dire le sens de votre métier plus tard, ça va être au contraire de simplifier l'information juridique, que des non-juristes vous comprennent et que vous puissiez les aider. Donc pour moi, il faudrait changer l'état d'esprit et donc un peu faire comprendre le sens du métier. Et je ne sais pas si tu as le même avis. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de débats sur cette question avec des personnes qui veulent faire évoluer les pratiques et des personnes qui sont un petit peu réticentes à intégrer legal design dès la faculté. Moi, je pense qu'on peut apprendre à s'adresser à des non-juristes et tout à fait continuer à parler avec du jargon juridique, s'adresser à des juristes. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment une double casquette qu'on doit apprendre à maîtriser. Et pour l'enseignement, on remarque quand même qu'au niveau de l'enseignement privé, il y a une évolution. Là, je vois qu'il y a des partenariats qui se créent entre les écoles et des acteurs de l'innovation, donc Legal Tech, Legal Design. Donc il y a quand même une évolution et on voit qu'au niveau des étudiants, c'est extrêmement bien reçu. Donc je pense que ça va se développer, bien sûr. Et vous avez d'ailleurs, il me semble, recensé un peu tous les projets, tout ce qui se passe en ce moment, tous les projets en cours sur le legal design. C'est ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. On l'a pas encore partagé, donc c'est du contenu inédit pour cette émission. En fait, on a fait appel à la communauté du legal design pour recenser un maximum d'acteurs du domaine dans le monde. Donc l'idée, c'est d'avoir un document accessible à tous qui recense
un maximum d'acteurs dans les différents continents. Normalement, vous devrez le voir à l'écran. On vous partage également l'URL pour que vous puissiez naviguer au travers de cette plateforme. C'est ça. Et en fait, sur la page d'accueil, on peut accéder aux databases des différents continents. Et vous avez un formulaire si vous voyez que des acteurs manquent, que vous êtes vous-même un acteur et que vous vouliez être référencé. N'hésitez pas à remplir le formulaire et on vous rajoutera. C'est vraiment, on veut faire appel à la communauté du legal design et voir ça comme quelque chose qui n'est pas figé, qui est évolutif, un peu comme le legal design. Ok. Super. On va arriver à la fin de cette émission. Enfin, je sais pas s'il y avait d'autres questions, mais a priori on va continuer sur du coup le petit moment signature. Alors, vous avez peut-être vu nos invités le mois dernier, ils ont eu droit à des piments. Vous allez avoir quelque chose de plus soft aujourd'hui. Comme j'aime beaucoup le Petit Prince, je vais vous demander de me dessiner la transformation digitale. Donc, je me rappelle plus ce que vous aviez, c'était Elisa peut me dessiner peut-être le legal design et Cassandre la transformation digitale. Donc vous avez quelques minutes, feuille blanche et stylo. On partagera les rendus à la fin de l'émission ou sur notre page LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour rester au courant de notre actualité, de nos événements. D'ailleurs, le prochain Twitch aura lieu, alors la date n'est pas encore fixée, mais ce sera fin mars. Le thème portera sur les négociations contractuelles. Je pense que beaucoup de juristes sont en plein dedans, donc ça permettra de se replonger dans le sujet, la tête reposée, prendre un peu de recul et se préparer pour l'année prochaine qui va arriver très vite aussi. Donc j'aurai le plaisir de recueillir Moana Baruel, qui est Senior Legal Manager chez Carrier. J'aurai aussi également le plaisir de recevoir François-Xavier Avatar, qui est avocat associé et partenaire chez CMS Francis Lefebvre Avocat, et Hervé Lecaillon, qui est également avocat associé, lui au sein du cabinet Fidal. Donc ça sera le 24 mars ou le 31 mars, la date est encore à définir, mais vous aurez l'annonce du prochain événement la semaine prochaine. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de temps là. C'est bon, la pression. On m'a présenté ici. D'accord. Tu es prête, toi ? Oui. Et toi, tu avais la transformation digitale ? C'est ça. Ok. Alors. Est-ce que tu peux nous montrer, essayer de nous montrer à la caméra ton dessin et nous expliquer. Oui, il va falloir tout à une gauche ou celle du explication. centre ? Tout au bout. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je me dis Léa, si je suis bien, j'avance. C'est pas très joyeux ça, Cassandre. Non, mais vous allez voir avec l'explication. C'est bon ? C'est bon, on va. Alors, ça peut surprendre, mais en fait, j'ai dessiné une citation qui n'est pas de moi, c'est Philippe Dardier qui l'a dite. C'est en fait la citation qui m'a fait réaliser que je voulais travailler dans l'innovation. D'accord. En fait, cette citation, c'est la transformation digitale, c'est comme un grand torrent d'eau. Si on n'est pas préparé, il y a un risque de noyade. Et si on s'y prépare, on crée un barrage et on fait de l'électricité. Okay. Donc là, Super. On a la noyade. Et en fait, pour tout vous dire, je devais dessiner un barrage. Mais on est sur quelque chose de complexe et j'avais pas le temps. Ça marche. Pas de souci. Super. Et donc, Elisa, dessine-moi le legal design. Tiens, je te déjà, mon dessin, c'est une sorte de rappel pour les juristes en leur disant que je fais du legal design et que je ne sais pas dessiner, donc ça doit être encourageant pour tout le monde. Voilà, vous pouvez faire du legal design si vous ne savez pas dessiner, c'est possible. Voilà, on a le avant, après, avant le droit qui est sur un piédestal et puis les non-juristes qui sont perdus avec la foudre. Et puis après, tout le monde est sur un même pied d'égalité et puis il y a une ampoule parce que tout le monde comprend tout. Le courant passe, l'électricité est là. Et... Ok, super. Très électrique aujourd'hui. Ça se rejoint. Parfait. On a des petites questions. Alors allez-y, il nous reste 5 minutes. On va terminer sur les questions.
Donc on a Salma qui demande quels sont selon vous les domaines spécifiques dans lesquels le legal design pourrait être utilisé pour améliorer la compréhension et l'accès à l'information juridique en dehors des documents juridiques. Très bonne question. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est très vaste et on peut prendre en exemple les différents process en fait dans une direction juridique, s'intéresser à l'utilisateur pour comprendre les différents points de friction et ce qu'on peut améliorer dans les différents process pour que ça soit plus fluide et qu'on ait un gain de temps en fait à terme. Après, on a tout ce qui est formation. C'est vrai que des formations, ça demande beaucoup de temps de préparation. Forcément, ça a un coût. Si on prend en compte l'utilisateur et qu'on teste, pourquoi pas des extraits de la formation avec les utilisateurs de celle-ci, on va être face à des personnes qui vont pouvoir comprendre les différents enjeux juridiques, les mémoriser et ensuite les appliquer par la suite. Donc en plus, on est sur une montée en compétences des opérationnels, donc encore une fois sur un gain de temps, de coût et moins de friction. Et moi, je pense que toutes les branches du droit sont vraiment concernées parce que parfois on entend oui, mais moi je suis en droit fiscal, en droit des sociétés, c'est pas encore courant, etc. Les clients ne sont pas prêts entre guillemets, mais en fait c'est les juristes eux-mêmes qui ne sont pas prêts. Et toutes les branches du droit sont faites en fait pour le legal design peut s'appliquer à tout, que ce soit du droit fiscal, du droit pénal, du droit de la famille. Justement, ça serait bien de rendre le droit fiscal un peu plus accessible. Oui. Une dernière question. Pourriez-vous revenir sur les modalités pour faire participer le legal design à la stratégie de l'entreprise? C'est une question de Géraldine. Super. Oui, ça va vraiment être prendre en compte l'enjeu business qu'il y a derrière. C'est pas, on va pas répondre froidement à une question de droit juste en utilisant des mots simples. On va comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, donc un enjeu stratégique pour ne pas freiner le business et au contraire tout faire pour faire avancer la stratégie de l'entreprise dans les limites de la légalité, bien sûr. Oui, c'est ça. Et après, en fait, on a tout un aspect communication. Forcément, si les process sont clairs, les livrables de la direction juridique sont clairs, ça va donner plus envie aux opérationnels de s'adresser au juridique. Et tout simplement, les opérationnels vont pouvoir plus maîtriser les différentes étapes pour s'adresser à la direction juridique. Donc forcément, on a plus de fluidité derrière. Super. Très clair. Et on est pile dans les temps. Il nous reste tout juste 2 minutes. J'ai plus qu'à vous remercier toutes les deux pour votre très belle participation. Merci d'être venus sur Lyon. Merci à Léa derrière la caméra et merci également à Legal Pilote qui a rendu cette émission possible. Petit mot du coup sur notre solution qui est une solution de gestion du cycle de vie des contrats et qui vous permet de proposer à vos opérationnels une bibliothèque de modèles d'actes pour leur accorder de l'autonomie, pour générer des documents juridiques et automatiser vos process juridiques. Voilà, globalement. Merci pour l'invitation, Valère. C'est un plaisir d'être à Lyon. Plaisir entièrement partagé. Merci beaucoup, Legal Pilote, pour l'invitation. Super, merci à vous. Merci à vous tous, surtout, derrière la caméra. Passez une très belle journée et on vous dit au mois prochain. Au revoir. À bientôt.